Nous sommes en 1950 lorsqu'un professeur fait une découverte surprenante. En observant ses étudiants s'acharner à prendre des notes pour fatalement tout oublier quelques jours plus tard, il se met alors instinctivement à tracer trois simples traits sur une feuille et invente ainsi une méthode, laquelle va transformer la manière d'apprendre. Depuis très longtemps, on t'enseigne ce que tu dois apprendre, comme des formules, des dates, des définitions, mais malheureusement, on ne t'explique presque jamais de quelle manière les assimiler. Résultat, une accumulation d'informations sans trop souvent réellement les retenir. Et si alors le secret pour booster ta mémoire n'était pas dans le contenu, mais plutôt dans la manière dont tu te sers de ton stylo sur le papier? Ce professeur, Walter Pauck, crée à l'université de Cornell une méthode qui semble enfantine au premier abord, tout simplement diviser une feuille en trois zones. Mais derrière cette simplicité, il y a une mécanique cognitive redoutable. Sans le savoir, il anticipe des découvertes en neurosciences sur la mémoire et l'apprentissage qui n'arriveront que bien des décennies plus tard. Effectivement, cette méthode n'est pas qu'un outil de prise de notes. Cette dernière agit tel un exosquelette pour ton cerveau. Elle y structure tes idées, force ta mémoire à se tester et transforme également l'oubli en apprentissage durable. Le plus étonnant, elle fonctionne toujours à l'ère des smartphones et de ChatGPT, et même peut-être mieux qu'à l'époque de son invention. Ainsi, la vraie révolution dans l'apprentissage ne vient peut-être pas d'une appli, mais d'une simple feuille de papier. Visualise un étudiant parmi tant d'autres. Ce n'est pas un génie, ni un cancre non plus. Juste quelqu'un d'ordinaire, assis dans un amphi, un cahier ou un ordinateur devant lui. Il y noircit des pages et des pages avec des mots, des flèches, des schémas. À la fin du cours, ce même étudiant a l'impression d'avoir tout capturé, comme si chaque information, chaque idée était bien au chaud dans son cahier ou son ordinateur. Mais rapidement, c'est le trou noir. Les pages sont pleines de notes, par contre, ces dernières ne signifient plus rien ou pas grand-chose pour lui. Ce scénario, malheureusement, tu l'as déjà vécu. Et la vérité, c'est que ce n'est pas une situation exceptionnelle, c'est tout simplement le fonctionnement normal de ton cerveau. En effet, ton esprit n'est pas une caméra enregistrant tout sans exception, il est sélectif, limité et capricieux. Les neuroscientifiques appellent cela la mémoire de travail, un espace minuscule, à peine 7 informations qu'il est en mesure de garder actives. 7, pas une de plus. Tout ce qui dépasse ou est en trop, il l'efface, délibérément. Ce n'est pas une question de fragilité, en réalité il est indispensable qu'il économise son énergie. Alors c'est pour cette raison qu'il trie, jette et oublie. Et voici le paradoxe. Lorsque tu prends des notes en mode automatique, en remplissant ton cahier ligne après ligne, tu joues exactement le jeu de l'oubli. En croyant ou en pensant stocker de l'information, en vérité tu lui facilites la sortie. Tu rends son oubli facile pour ton cerveau. C'est pour cela que tant d'heures de travail semblent s'évaporer. Rassure-toi, tu as bien assez de mémoire. Le souci est que tu manques d'une structure obligeant ton cerveau à garder l'essentiel. Et c'est précisément ce que ce professeur de Cornell a compris il y a plus de 70 ans. Il a décidé de ne pas lutter contre l'oubli, mais plutôt de l'utiliser intelligemment et de manière optimale. Une simple feuille blanche, un objet banal, voire insignifiant. Le professeur Walter Pauck décide de redessiner sa structure. Et voilà 3 traits, tracés à la règle qui apparaissent alors. Pour l'instant, rien de spectaculaire, d'exceptionnel, ni de révolutionnaire. Et pourtant, ces 3 traits vont donner naissance à une méthode, laquelle continue, 70 ans plus tard, à transformer la mémoire de millions d'étudiants. En fait, la feuille se divise en 3 zones. À droite, la zone brute. C'est là que tu notes tout, très rapidement, sans filtre, telle une capture instantanée du moment. À gauche, la zone des indices, où y sont déposés quelques mots-clés, des questions, parfois une flèche ou un symbole. Ce n'est pas une répétition des notes prises précédemment, c'est un déclencheur. Et enfin, en bas, se trouve le résumé, c'est-à-dire l'essence, compressée en quelques lignes, écrite avec tes propres mots. Présenté de telle sorte, cela peut paraître enfantin, en un mot, trop simple pour être vrai. Mais la force se situe justement dans cette simplicité, épousant la logique de ton cerveau. Le lien avec les neurosciences. Premièrement, la colonne de droite correspond à ta mémoire de travail. Elle capte le flux brut d'informations, tel un filet de pêche ramassant tous ceux qui passent. Quant à la colonne de gauche, c'est ton cortex préfrontal. Son rôle est de trier, de lier et de questionner. Ainsi tu ne recopies pas, tu dialogues avec tes notes. Et enfin, la zone du bas correspond à l'hippocampe. C'est à cet endroit que la magie opère. En reformulant l'essentiel, tu passes de la mémoire fragile du court terme à une trace beaucoup plus durable. En réalité, tu n'écris pas uniquement des notes, tu crées véritablement une conversation avec ton propre cerveau. Le mécanisme caché, la pratique de rappel.
Lorsque tu caches la colonne de droite et que tu essaies de retrouver tes idées grâce aux indices de gauche, tu actives à ce moment précis un mécanisme que les neuroscientifiques appellent la pratique de rappel. C'est l'inverse de la relecture passive. Ici, ton cerveau se trouve dans l'obligation de creuser, de reconstruire l'information et enfin de faire revivre cette dernière. C'est comme la sensation de tricher, mais avec la bénédiction de ton propre cerveau. Les études sont formelles. Se tester soi-même multiplie par 2, parfois 3, les chances de retenir sur le long terme. Et la méthode Cornell intègre ce test directement dans sa structure. Plus qu'une prise de notes, une machine à apprendre. Ce que Walter Pock a compris, c'est qu'il ne faut pas lutter contre l'oubli, mais au contraire utiliser ce dernier. Chaque colonne de la feuille est ainsi comme une étape d'un processus cognitif. Tout d'abord, capturer grâce à la mémoire de travail. Ensuite, organiser avec un encodage profond. Et enfin, consolider dans la mémoire à long terme. En divisant ta feuille, tu multiplies tes chances. Et le plus étonnant, tu n'es pas obligé d'avoir un logiciel, ni une appli à abonnement. Tu n'as pas besoin non plus de posséder une mémoire, entre guillemets, naturelle exceptionnelle. Juste une feuille, un stylo et 3 traits dessinés. Mais ce que le professeur ne pouvait pas imaginer, c'est qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux et de la surcharge informationnelle, sa méthode est devenue encore plus précieuse. En effet, parce que face à un monde qui t'assomme d'informations, elle agit tel un filtre cognitif. Et c'est ce que nous allons voir maintenant de manière plus précise. Ton quotidien, ton téléphone se met à vibrer, une notification apparaît soudain, suivie d'une deuxième, puis c'est autour d'une vidéo, d'un email, d'une pub, en somme une avalanche d'informations, lesquelles s'entrechoquent dans ton cerveau. Toute la journée, tu sautes d'un sujet à l'autre à toute vitesse, tu consommes un grand nombre de données, et à la fin de la journée, qu'as-tu réellement intégré ? En fait, ton cerveau n'a pas changé depuis 70 ans. Il est toujours limité, sélectif et fragile face à la surcharge. Par contre, le monde, lui, a explosé en intensité. Chaque jour, tu reçois plus d'informations qu'un être humain du Moyen-Âge au cours de toute sa vie. En réalité, ton cerveau est un processeur, mais il tourne avec une RAM minuscule, et le monde d'aujourd'hui lui envoie des téraoctets de données. La méthode Cornell, elle, agit comme un filtre cognitif. Elle t'oblige à séparer le bruit de l'essentiel. Elle ne stocke pas tout, ou plutôt elle hiérarchise. Et c'est exactement ce que ton cerveau adore, économiser son énergie en gardant seulement l'essentiel. Lorsque tu utilises cette méthode, tu ne prends pas seulement des notes, tu entraînes aussi ton cerveau à choisir, c'est-à-dire à décider ce qui vaut la peine d'être regardé. En résumé, à transformer la masse d'informations en un squelette clair, que tu es capable ensuite de réactiver quand tu veux. Dans un monde saturé de bruit, d'informations incessantes et pas toujours sollicitées, la méthode Cornell te donne une arme rare, la clarté. Neurosciences et modernité. Les neuroscientifiques parlent de charge cognitive. Quand trop d'informations circulent en même temps, alors ton cerveau se met en mode blocage. La méthode Cornell réduit cette charge en découpant l'information, la rendant manipulable et digeste. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à l'ère des écrans et des distractions permanentes, cette méthode est encore plus puissante qu'en 1950. Car le plus extraordinaire, c'est que ce n'est pas une théorie abstraite, bien au contraire, c'est une méthode concrète que tu peux appliquer dès ce soir, pendant un cours, lors d'une réunion ou même en regardant cette vidéo. Face à l'ère numérique, tu n'as pas besoin d'un cerveau augmenté, tu as besoin d'une feuille Cornell. Imagine, tu es dans une salle de cours, le professeur enchaîne son programme du jour, tu essayes de tout suivre, bien concentré, mais cela file trop vite, tu finis par perdre le fil et décrocher au bout d'un certain temps. Grâce à la méthode Cornell, au lieu de noircir ton cahier, tu poses une structure simple, 3 zones, 3 rôles. Étape 1, pendant le cours. Dans la colonne de droite, tu notes à la volée, des phrases courtes, des schémas, des grandes idées. C'est ton filet de pêche. En un mot, ton cerveau capte et ton stylo écrit machinalement. Étape 2 après le cours. Dans la colonne de gauche, tu reformules, tu écris des mots-clés et tu poses aussi des questions. Ce n'est pas une répétition de l'étape précédente, mais plutôt un dialogue entre ton cerveau et toi. Tu obliges ce dernier à traiter l'information une seconde fois et à la trier. Étape 3, lors des révisions. Tu caches la colonne de droite. Avec seulement les indices de gauche, tu essayes de reconstruire les idées. À ce moment-là, tu actives le mécanisme le plus puissant de la mémoire, le recall, la pratique de rappel. Chaque fois que tu réussis à retrouver une idée,
tu creuses un sillon plus profond dans ton cerveau. Étape 4. Enfin, le résumé. En bas de la page, tu y écris l'essence en quelques lignes avec tes propres mots. C'est le moment où l'hippocampe consolide l'information. Tu ne récites pas, tu recrées. Exemple concret. Un étudiant préparant un examen peut ainsi transformer un cours d'1 heure en une page Cornell, laquelle lui servira pendant des semaines. Quant à un professionnel, en réunion, il est capable de capturer 1 heure de discussion en une structure claire qui se révise en 3 minutes. Une page Cornell, c'est comme une clé USB cérébrale, compacte, lisible et toujours prête à être branchée. L'atout majeur de cette méthode, c'est sa simplicité. Aucun gadget ni outil numérique, uniquement une feuille, un stylo et bien sûr un cerveau qui se met enfin à travailler dans ton intérêt et non plus contre toi. En conclusion, comme tu as pu le constater, 3 traits sur une feuille et soudain tes notes ne sont plus un simple et lointain brouillon, mais plutôt une machine performante pour apprendre. La méthode Cornell, ce n'est pas simplement un outil d'étudiant des années 50, elle est une structure intemporelle épousant le fonctionnement profond de ton cerveau. En un mot, sois-en sûr, tu n'as pas besoin d'un cerveau différent, mais d'une méthode différente. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde saturé d'informations. La vraie richesse n'est plus de tout retenir, mais bien de savoir trier, organiser et reconstruire. Et cette méthode te permet cette clarté, une feuille, un stylo, ainsi qu'un cerveau qui arrête enfin de fuir l'information.